Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Studio 10. Je suis content de vous accompagner aujourd'hui. Au sommaire, commençons avec un peu de magie. Kim s'est rendu au Sables d'Olonne et nous présentera le Festival de la magie. À 5 semaines du premier tour des élections présidentielles, le nom des 12 candidats sont désormais connus. Ethan nous fera un point sur les propositions qui concernent la jeunesse. Malou nous présentera une chronique, la méthode de l'OSINT, qui consiste à obtenir des renseignements par une source ouverte. Il nous expliquera davantage son fonctionnement dans quelques instants. Nous accueillerons ensuite notre invité du jour, Somnus, un hypnotiseur qui nous expliquera les coulisses de sa discipline. Fiona nous proposera ensuite une chronique sur la mobilisation pour la journée de la femme. Pour finir, Louise nous présentera également une chronique découverte en nous faisant découvrir 2 restaurants assez insolites sur Paris. Elle nous en dira plus d'ici quelques minutes. Alors bonjour Kim. Bonjour. Bonjour Ethan. Bonjour. Et bonjour Malo. Bonjour Kim. C'est avec toi que je vais commencer. Donc Kim nous a présenté dans le 13e édition du Festival de la magie. Donc voici son reportage. Dimanche 27 février 2022 s'est achevée la 13e édition du Festival de la magie au Sables d'Olonne. Chaque année, les différents spectacles et conférences proposés émerveillent petits et grands. Moi j'ai adoré. C'est notre première, on est de Toulouse et on est là pour le week-end et on a une chance incroyable d'être là. On en a pris plein les yeux. C'est magnifique. Ah ouais. C'est une belle découverte et je pense que ça va au moins faire rêver dans des moments qui ne sont pas forcément simples en ce moment. Très belle soirée. Ce festival, cela fait 20 ans que Philippe Bonneman, directeur artistique et magicien professionnel, le propose à de nombreuses villes en France. Je suis le maître de cérémonie, si je puis dire, et le préparateur de tout ça. Moi, mon but, c'était faire en sorte que la magie perdure et que si un magicien y passe, on a envie de voir un autre magicien. Donc, je me suis dit, je vais essayer de proposer dans la ville où j'habitais un festival. Le but de ce festival, c'était de faire voir du super niveau. Mais ce spectacle ne pourrait exister sans le travail des nombreux techniciens qui agissent dans l'ombre. Antoine est régisseur plateau. Après la mise en place de la scène, il s'occupe d'aider les magiciens lors des répétitions. Là, c'est la deuxième partie de journée, donc on continue les répètes là avec Jean-Mad, et puis après ce sera avec Pépi Othello, et on finira quelques petits ajustements pour faire le meilleur des spectacles. Après 2 jours de travail d'équipe, 8 magiciens sont venus à tour de rôle sur la scène proposer leur numéro. Passant du rire à l'éblouissement, le public semble conquis. Ravi de ce résultat, la mairie des Sables d'Olonne vous donne rendez-vous en 2023 pour une nouvelle édition du Festival de la magie. Et merci Kim pour ce magnifique reportage. Alors moi j'ai une première question, puisque tu as passé quand même plusieurs temps et plusieurs jours auprès des équipes, et comment ça s'est déroulé ? Eh bien oui, effectivement, j'ai passé plusieurs jours là-bas. Je suis arrivée le vendredi matin assez tôt pour assister à la mise en place de la scène, l'organisation finalement. Et je suis repartie le samedi soir, tard, puisque c'était après le spectacle. Oui. Donc j'étais vraiment là avant, pendant et après le show, ce qui m'a permis de témoigner aujourd'hui de l'ambiance chaleureuse qui régnait là-bas. Je pense que c'est vraiment intéressant de voir toute l'organisation qu'il y a derrière un tel spectacle. En fait, on ne se rend simplement pas compte. Et tout ça a été possible grâce aux différentes équipes. Que ce soit les techniciens avec qui j'ai passé le plus clair de mon temps, les artistes, les magiciens, et puis l'équipe de la mairie des Sables d'Olonne qui m'ont permis de réaliser ce reportage au festival. J'ai passé vraiment un très beau moment, j'ai rencontré de belles personnes et pour ça je remercie toutes ces différentes équipes. Donc ce reportage tu n'as pas fait exclusivement pour le Studio 10, mais pour ton projet également personnel, alors tu peux nous en parler davantage. Exactement, donc j'ai fait ce court reportage d'1 minute 30 pour le Studio 10, mais je me permets aujourd'hui avec vous de faire la promotion de ma chaîne YouTube sur laquelle vous allez pouvoir retrouver un tout autre reportage d'un format différent qui fera environ 10 minutes sur le même sujet. Donc actuellement sur cette chaîne YouTube et le compte Instagram qui est lié à la chaîne YouTube, il n'y a pas beaucoup de reportages. Cet été, mon objectif, c'est vraiment de développer un maximum, d'en faire le plus possible de reportages. Je vais à la rencontre de personnes qui sont passionnées par leur métier et qui m'expliquent justement leur histoire, comment ils sont arrivés à cet équilibre. Je pars du principe que chaque personne est source d'inspiration et c'est vraiment ça que j'ai envie de diffuser dans mes vidéos. D'accord, donc on essaiera au maximum, de toute manière on mettra le lien de ta chaîne YouTube et de ta chaîne Instagram sur la vidéo YouTube. Alors pour continuer, donc c'est avec toi Ethan qu'on va parler un petit peu politique. Après la validation des parrainages par le Conseil constitutionnel, nous connaissons aujourd'hui la liste des 12 candidats à la présidentielle, à l'élection présidentielle du moins. L'occasion pour toi de revenir sur des mesures concrètes qui sont proposées
pour la jeunesse. Oui, alors Tim, comme tu le disais, ils sont 12 cette année à la présidentielle de 2022, un candidat de plus qu'en 2017. Le 10 avril prochain, nous tous autour de cette table, les gens qui nous regardent, seront appelés à se rendre dans les bureaux de vote pour choisir du coup le président de 2022. Les jeunes, c'est le principe de cette chronique, se sentent souvent délaissés de la politique. On l'a vu dans les précédentes émissions. Certains ont complètement abandonné le fait de suivre parce que certains se sentent oubliés dans les discours ou trouvent que certains politiciens racontent un certain nombre de carabistouilles pour rester poli. Ici, avec cette chronique, je cherche à montrer qu'en fait, de près ou de loin, tous les candidats s'intéressent de près ou de loin à la petite et la plus grande enfance, comme j'aime le dire. Donc ici, on va parler principalement d'éducation et de revenus étudiants. D'accord, donc là on va parler du président sortant, Emmanuel Macron, qui propose de laisser donc les écoles bâtir localement leur propre projet pédagogique. Qu'en penses-tu ? Alors concrètement déjà, on va expliquer d'abord plutôt la mesure. Donc il n'a pas formulé de façon écrite cette mesure, mais ses déclarations lors de son déplacement à Marseille, donc qui commence à dater le 2 septembre dernier, laissaient présager ce qu'il appelle l'école du futur. Donc plus concrètement, cette mesure elle permettrait aux directeurs de chaque établissement de sélectionner eux-mêmes leur équipe pédagogique en l'adaptant au niveau des élèves donc de leur école, logiquement. La mesure elle permet de compenser et de permettre aux élèves en difficulté de progresser plus facilement. D'accord, donc c'est tout à fait pour les aider. Oui, tout à fait. C'est vraiment en fait, ils ont plus de liberté. Ils ont une équipe pédagogique qu'ils choisissent eux-mêmes en fonction du nombre d'élèves qu'il y a dans chaque classe et du niveau justement des classes qu'ils ont. D'accord, donc Marine Le Pen, qui est seconde actuellement dans les sondages, souhaite également donc une priorité nationale pour le logement social et étudiant. Exactement. Alors, à l'image de son programme, la candidate d'extrême droite, elle veut donner une priorité et un accès prioritaire aux Français du coup, pour les logements sociaux et étudiants. En plus de cela, elle souhaite construire 100 000 logements sociaux par an, dont 20 000 qui sont exclusivement réservés aux étudiants et aux jeunes travailleurs. D'accord, donc concernant, elle veut vraiment aider tout ce qui est étudiant, mais français, comme elle le rajoute, de toute manière, c'est le Rassemblement national. En tout cas, c'est précisé comme ça dans son programme. Les candidats ne sont pas encore trop exprimés sur la jeunesse, mais il faudrait voir dans les débats comment est-ce qu'elle le développe. Mais oui, moi en tout cas, c'est ce qui était inscrit dans son programme et c'est ce qu'elle a déclaré rapidement sur les différentes interventions. De toute manière, on verra à la fin de la chronique un peu comment ça se passe, la politique actuellement avec les jeunes. Concernant la candidate LR, Valérie Pécresse, elle veut quant à elle créer, donc pour les jeunes, une banque. Donc à quoi va servir cette banque pour les jeunes? Alors la banque des jeunes, c'est ce qu'on entend partout au sein des discours de Valérie Pécresse et des Républicains. C'est la mesure principale qui concerne la jeunesse. Alors la banque des jeunes, en quoi elle consiste de façon plus concrète? Chaque futur étudiant, il pourra emprunter facilement et systématiquement une somme d'argent lui permettant de financer ses études. Aujourd'hui, on le sait, il y a de nombreux étudiants qui abandonnent les études ou qui changent de voie par souci financier. Ici, elle propose d'emprunter facilement avec un remboursement qui débute une fois que l'étudiant est dans la vie active, donc il a un travail, et le remboursement, il évolue en fonction de sa situation financière, donc en fonction du revenu qu'il perçoit chaque mois dû à son travail. D'accord, donc il faut rester attentif parce que c'est quand l'étudiant rentre dans la vie active, c'est ça, donc ça lui permettrait de ne pas avoir de soucis d'argent durant ses études. Oui, ça permet en fait de faire un prêt qui, il n'y a pas le risque d'avoir du mal à le rembourser, en tout cas c'est ce qu'elle dit, donc il faudrait voir comment est-ce qu'elle le chiffre, mais en tout cas, une mesure qui permet à chaque étudiant d'emprunter facilement. D'accord, donc pour le moment on va voir comment ça s'explique par la suite, parce que pour l'instant c'est que des propositions à voir sur le papier. Toutes les propositions chiffrées pour le moment, évidemment il n'y a pas un grand bilan, mais là, l'idée de la chronique, c'est vraiment donner les propositions et les expliquer un petit peu plus. Ok, d'accord. Donc concernant Éric Zemmour, donc de son côté, souhaite mettre fin au collège unique et rétablir le certificat d'études primaires. Oui, alors Éric Zemmour, il propose deux mesures bien concrètes. D'abord, comme tu l'as dit, il veut réinstaurer le certificat d'études, c'est-à-dire qu'en CM2, chaque élève passe un examen qui lui permet ensuite d'entrer au collège, et c'est un examen qui sert pour voir si toutes les connaissances principales qui sont apprises, elles sont validées par l'élève. En plus de ça, donc comme je le disais, il veut surtout mettre fin au collège unique en rétablissant les classes de niveau pour ne laisser, dit-il, aucun élève de côté rétablir un brevet, un baccalauréat digne de ce nom. D'accord. Concernant Jean-Luc Mélenchon, avec la France Insoumise, il veut quant à lui étendre le droit de vote dès 16 ans. Effectivement, mais pas que. Alors, en plus d'étendre le droit de vote à 16 ans, il veut autoriser le vote blanc et le rendre obligatoire. Et il veut permettre aux étrangers de voter lors des élections locales, comme c'est le cas pour les citoyens de l'Union européenne. Avec cette mesure, le candidat de la France Insoumise, il souhaite faire un lien avec une autre de ces mesures, du coup, qui est d'instaurer un seuil de vote minimum pour valider une élection quelconque. D'accord. Alors, pour terminer, Yannick Jadot veut développer le service public de la petite enfance.
C'est ça. Alors tout simplement, le député européen, il entend ouvrir 200 000 places dans les crèches ou auprès d'assistantes maternelles pour satisfaire les besoins de chaque famille. Parce qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses familles du coup qui doivent arrêter de travailler pour garder leurs enfants et qui ne peuvent pas se permettre de les mettre dans des crèches du coup. D'accord, donc Fabien Roussel, concernant le PCF, Parti communiste français, il veut quant à lui recréer un revenu étudiant. C'est ça. Alors il a déjà annoncé qu'il proposerait pour chaque étudiant 850 € par mois, un revenu qui permet selon lui de mettre fin à la première cause d'échec à l'université, le salariat d'étudiant, c'est-à-dire travailler à côté de ses études. Et Anne Hidalgo veut supprimer Parcoursup. C'est ça, Parcoursup est un système anxiogène, c'est en tout cas ce qu'elle a remarqué, ce qu'elle a constaté. Elle veut changer le logiciel pour le rendre plus transparent et moins sélectif. La candidate, elle veut surtout renforcer un service public de l'orientation qui donnera à chaque élève du secondaire un accompagnement personnalisé, donc qui lui permettra de choisir des études qui lui plaisent, comme nous à l'ISCPA du coup. Donc évidemment, je tiens à conclure pour dire que les programmes ne s'arrêtent pas à ces humbles mesures. Hein. Les programmes, ils sont sortis pour chacun des candidats sur leur site respectif. Vous avez aussi différents médias qui les analysent et qui les comparent pour les comprendre plus facilement. Et puis, je me permets, au nom de l'équipe du Studio 10 et à mon propre nom aussi, de vous encourager à voter le 10 avril prochain. C'est très important. Rendez-vous dans vos bureaux de vote pour voter pour n'importe qui. C'est pas la discussion du jour, mais allez voter. Même pour voter blanc, c'est très important de voter. Donc rendez-vous dans vos bureaux de vote le 10 avril prochain. Merci beaucoup Ethan pour ces précisions qui concernent directement la jeunesse. Notre prochaine chronique est présentée et sera présentée par Malo. Alors savez-vous ce qu'est l'OSINT, cette méthode de travail utilisée notamment par des journalistes de certains médias qui luttent continuellement contre la désinformation? Malo, concrètement, c'est quoi et à quoi cela sert-il? Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible parce que c'est pas facile, mais c'est passionnant. Donc alors, l'OSINT, c'est le renseignement de sources ouvertes en français. C'est une méthode de travail qui sert à utiliser tout ce qui est légalement accessible sur Internet et de faire des recherches d'une certaine façon pour arriver à trouver ce qu'on cherche en fait. Alors bien que ces informations soient accessibles, souvent elles ne sont pas encore connues de tous. Alors on trouve ces informations sur les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, Facebook. Et en fait l'objectif c'est de fouiller ces informations qui sont la plupart du temps des photos ou des vidéos pour savoir par qui et quand ça a été pris, mais surtout où et comment ça s'est passé. Alors, j'ai pu avoir par téléphone Thomas Hédou, qui est journaliste au Monde et à France 24, mais surtout utilisateur de cette méthode, c'est un des seuls en France, il la maîtrise à merveille, et il m'expliquait que ça permet d'avoir une transparence particulière avec le lecteur ou le téléspectateur. Alors les journalistes qui utilisent cette méthode de travail ont pour but de donner des vraies sources, et pas seulement genre sources gouvernementales ou sources sécuritaires. Lui, Thomas Hédou, m'a dit par la suite qu'ils essayaient donc de montrer par A plus B qu'il y a à tel endroit un missile qui atterrit, mais aussi à telle heure, parce que ça peut être très précis. Alors la France, elle est pas encore, elle est un petit peu en retard par rapport aux États-Unis notamment et à l'Angleterre où c'est plus démocratisé. Mais attention parce que la guerre en Ukraine pourrait bien faire exploser cette méthode de travail particulière. D'accord, donc qu'est-ce qu'elle a de si particulière cette méthode? Alors cette méthode de travail, elle est en réalité pas si particulière que ça, je me contredis, puisqu'en fait c'est juste l'essence même du journalisme, le croisement d'informations. Thomas Hédou, lui, il m'a toujours d'ailleurs, lui, il m'expliquait qu'en général, il trouve une première image qui montre une chose, puis il va trouver une autre vidéo, un autre endroit, et il y a des petites similitudes entre les deux images, et il va vérifier les deux images. Alors, cette recherche va être particulière, puisque c'est souvent une recherche inversée dans l'optique de savoir si cette photo ou cette vidéo existe bien, et qu'elle ressort plusieurs fois. Oui, parce qu'alors, quand on fait une recherche inversée, qu'on met une photo, et ben en fait si la photo ressort plusieurs fois, et ben souvent l'information est vraie, en tout cas cette photo existe vraiment. Si elle ne ressort qu'une fois, attention, c'est souvent une fausse information, c'est juste un truc qu'il a sorti, et il faut faire attention. Alors la recherche, elle peut en plus être encore un petit peu plus poussée, si jamais on veut trouver l'heure de la photo. Alors après vérification, les journalistes vont se rendre compte que ce sont une photo et une vidéo tournée, puisqu'on revient à la photo et à la vidéo tournée par exemple, sur les mêmes lieu et à quelques mètres d'écart puisqu'on va y retrouver le même matériel. D'accord, mais alors jusqu'où peut aller une recherche ou une enquête? C'est justement là que c'est intéressant puisque les enquêteurs et les journalistes vont utiliser en fait tout ce qui est utilisable, tout ce qui est possible, tout ce qui existe et ils ne délaissent rien. Alors ils vont utiliser Google Street View, la météo, le matériel qu'ils trouvent sur les images et même un panneau de signalisation peut leur servir. Et pour cette guerre en Ukraine, et ben justement Thomas Hédou m'expliquait, alors oui il m'a expliqué vraiment beaucoup de choses, je lui ai même demandé si tout ce que j'avais compris était vrai parce que c'était
pas facile à comprendre, mais du coup ils m'expliquaient qu'ils vont même chercher sur des sites internet qui détectent les départs de feu, et souvent ça c'est grâce à des images satellites. Ils vont pouvoir, et ça va pouvoir leur permettre de déterminer quasi en fait au quart d'heure près la prise de la photo ou de la vidéo, et ça c'est assez impressionnant. Alors ces méthodes sont-elles destinées seulement à des journalistes ou également à des professionnels ou particuliers ? Alors, cette méthode, elle est majoritairement utilisée par des professionnels, mais c'est une méthode qui est vraiment accessible à tous, puisqu'en fait, il y a des amateurs, des jeunes j'avais vu une interview de Combini d'un jeune de 17 ans qui utilise cette méthode et qui fait des enquêtes de ouf, et ça aide au terrorisme et au meurtre et tout ce qu'on veut en fait. Donc c'est vraiment utile, enfin tout le monde peut se former à cette méthode. Après, ça coûte un peu cher. Il y a plusieurs sites qui font cette formation. Du coup, je préfère pas m'avancer sur les prix parce qu'il y a des prix radicalement différents. Mais en tout cas, moi, je peux vous montrer la prochaine fois, tout simplement, c'est très simple, une recherche inversée pour voir si une photo, d'où vient la photo, si elle est vraie, si elle est fausse, et si le contexte dans lequel on l'a trouvé, eh ben, il est vrai ou il est faux, et je vous montrerai ça la prochaine fois. Je te remercie. Concernant la vidéo de Combini, je l'ai également vue, donc c'est quelque chose de très intriguant parce que c'est quand même un adolescent de 17 ans. Donc voilà, merci beaucoup pour ta chronique. Merci à Malo et Ethan pour vos chroniques également. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants après une courte page de publicité, le Studio 10. Avec Studio 10, suivez tous les jours l'actualité française et internationale sur nos comptes TikTok et Instagram. Vous y retrouverez également les backstage et les bandes annonces de nos émissions, ainsi que nos meilleures chroniques. De retour sur notre plateau avec deux nouvelles chroniqueuses, Louise et Fiona. Merci à toutes les deux d'être parmi nous. Et à notre invité Somnus, bienvenue à toi, merci d'être parmi nous également aujourd'hui. Alors Somnus, tu es dans l'hypnose. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire un peu ce qu'est l'hypnose ? Écoutez, donc je m'appelle Somnus, mon nom de scène c'est Somnus, ça fait maintenant 8 ans que j'exerce l'hypnose. Et donc du coup j'ai décidé d'en faire des spectacles dans un premier temps. Ensuite un petit peu plus loin, faire un petit peu de thérapie. Donc par la suite vraiment. Mais là pour l'instant j'aimerais principalement montrer aux gens à quel point l'hypnose c'est intéressant, à quel point il ne faut pas en avoir peur, parce que c'est une science qui est prouvée. Et justement par le biais du spectacle et par le biais de tout ça, montrer aux gens à quel point le subconscient est puissant. Parce que vous faites pour le moment des shows, c'est ça ? Pour l'instant, voilà. D'accord, des démonstrations sur scène. Ouais, pour l'instant, on débute simplement, on essaye de faire quelque chose d'impressionnant, quelque chose où les gens ils vont pouvoir rentrer dans un rêve, avec du décor, avec quelque chose vraiment de super sympathique. Après, il faut le voir pour le vivre, en fait, si vous voulez par là. D'accord. Exactement, t'as tout compris. Parce que beaucoup sont sceptiques, je pense, à l'hypnose. Donc, est-ce un mensonge ? Si c'en n'est pas un, alors qu'est-ce que c'est ? Comment faites-vous ? C'est un don ? Est-ce qu'il y a des particularités pour faire de l'hypnose ? Comment avez-vous, par exemple, appris l'hypnose ? Écoutez, dans un premier temps, j'ai envie de dire, du coup, la question, ça serait aussi, est-ce que la psychologie, c'est un mensonge ? On a envie de dire non, finalement, parce qu'en fait, en soi, c'est juste le terme qui est impressionnant, j'ai envie de dire. C'est le mot hypnose qui impressionne les gens et qui est parfois un peu trop péjoratif. Mais en fait, c'est simplement entrer les gens dans un état second, un état de relaxation super profond. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir montrer aux gens à quel point leur subconscient il est vraiment puissant, en fait. Dites-vous que vous rentrez tous, même moi y compris, 5 à 6 fois en état d'auto-hypnose par jour. Le moment où vous buguez pendant 20 secondes, vous savez, vous êtes un petit peu dans la lune. Et justement, cet état-là, en fait, des fois il dure 20 secondes, des fois un peu plus longtemps. Et sur scène, on le fait remonter parfois pendant 5, 10, 15, 20 minutes où les personnes ils vont ils vont rentrer dans leur rêve afin de découvrir absolument tout ce qu'ils ont dans la tête, en fait, complètement. Ils rentrent complètement dans leur subconscient à partir de ce moment-là. Et donc, comment tu fais pour... Comment je fais ? En fait, on passe par plusieurs techniques. En fait, l'hypnotiseur, en soi, c'est un gros mot, encore une fois, c'est vraiment un gros terme. Parce qu'on utilise simplement des techniques, donc différentes techniques qui vont amener la personne à entrer dans leur subconscient, dans leur inconscient. Et en fait, on a même plusieurs façons de voir l'hypnose, donc sur scène et en thérapie. Et là, on utilise des techniques qui sont complètement différentes. Par exemple, sur scène, on les emmène dans l'imaginaire, comme je dis depuis tout à l'heure. Et en thérapie, on les emmène vraiment à aller chercher où sont les ancrages qu'ils ont à l'intérieur d'eux, qui se sont mis eux-mêmes, pour essayer essayer de
De les enlever par exemple les blocages. Ouais, c'est ça en fait, ça serait simplement essayer de les emmener dans la bonne direction pour leur enlever tous les ancrages qui se sont mis dans la tête en fonction de ce pourquoi ils ont envie de venir en thérapie, quoi. Mais par exemple, jusqu'où tu peux aller en hypnose? Bah écoutez, jusqu'où votre cerveau peut aller en hypnose? Moi-même, j'en sais rien. En fait. Ça dépend de chacun, en fait. Ça dépend complètement de tout le monde, enfin de chacun. Chacun a sa manière de réagir, chacun a sa façon de penser, chacun a sa façon d'imaginer les choses. Par contre, en thérapie, on peut les emmener justement jusqu'à accoucher sans douleur ou enlever, je sais pas moi, retirer une dent sans douleur chez le dentiste, ou même encore, on peut même aller plus loin pour les filles qui ont leurs règles, on peut tout simplement supprimer la douleur. On la supprime pas réellement, mais j'ai envie de dire, on va les aider. Voilà, c'est ça. C'est exactement. Le cerveau, en fait, il généralise toutes les ondes cérébrales, donc toutes les, je dirais, les tensions qui sont liées à la douleur ou à quoi que ce soit. Et en fait, on essaie tout simplement d'anesthésier ces petits mouvements, en fait. Est-ce qu'il y a, par exemple, les personnes qui fument? C'est possible de l'arrêter avec l'hypnose ou d'autres maladies Par exemple, c'est un simple ancrage qui se sont mis dans la tête. Ne serait-ce de se dire, je peux pas arrêter de fumer. C'est faux, c'est parce qu'ils veulent bien. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est essayer de comprendre pourquoi ils se sont mis à arrêter de fumer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement les aider à supprimer cet ancrage. Et à partir de ce moment-là, on fait toute une séance qui va leur permettre de comprendre pourquoi la cigarette c'est nocif pour eux, pourquoi eux-mêmes ils ont décidé de s'y mettre dedans. Et après, on va essayer par plusieurs techniques de faire stimuler le subconscient pour les amener justement à supprimer. Concernant les peurs, là, par exemple la cigarette, moi j'avais également vu par exemple une hypnotisation dans le sens où la personne elle avait peur des araignées. Et à la fin de la séance, vraiment, elle avait une araignée sur le bras et en fait, elle avait complètement enlevé ce blocage qu'elle avait pour ces insectes-là. En spectacle ? Oui. Alors non, je sais pas si c'était en thérapie ou en spectacle, mais elle lui a enlevé ce problème qu'elle avait donc avec l'araignée. En fait, sachez simplement, regarde, c'est comme quelqu'un qui a peur des chiens. Généralement parce que dans leur enfance, ils ont eu un petit trauma. Ils ont eu un petit traumatisme. Donc du coup, on va revenir à cette période-là, en état d'hypnose. On va leur faire revivre la scène pour qu'ils comprennent à quel point, en fait, finalement, c'était l'événement qui leur a fait peur et non pas le chien. Donc pour les araignées, ensuite, c'est un peu plus... C'est différent. Là, on supprime vraiment la peur d'une façon à leur faire comprendre qu'il n'y a aucun danger. Il n'y a vraiment aucun danger, c'est une bête. Voilà, elle est avec l'humain, il n'y a aucun problème, il ne peut rien se passer à part eux, ce qu'ils s'imaginent dans leur tête. C'est-à-dire la crainte, se faire mordre ou quoi que ce soit. Là, on supprime un petit peu toutes ces craintes et on essaye de faire en sorte de faire avancer la personne dans un bon niveau de réceptivité. Et comment à quel moment tu t'es dit je vais me lancer dans l'hypnose? Parce que là tu es étudiant pour l'instant aussi en parallèle, tu fais pas là, juste pour l'instant de je suis en études de communication, donc ça pour l'instant pas à voir, mais pour le spectacle ça à voir. Oui, j'ai décidé de faire de l'hypnose simplement parce que le subconscient est vraiment très puissant. Ne serait-ce que vous-même, moi-même, quand vous avez besoin, je dirais, de développer vos compétences dans quelque chose, on essaie de revenir un peu dans l'inconscient, on essaie de revenir, de se connaître un peu avec soi-même et essayer de faire en sorte de pouvoir aller chercher toutes les compétences qu'on croit enfouies en nous, qu'on croit inaccessibles. Et en fait, on cherche à les stimuler, on cherche à aller toujours plus loin pour faire en sorte d'aller au-delà de ce qu'on croit pouvoir faire en fait. Donc c'est ça qui m'impressionne. Ça veut dire que n'importe qui peut devenir hypnotiseur ? N'importe qui. Il suffit juste d'avoir les bonnes techniques. Comment ça peut fonctionner ? Ça veut dire demain, je vais me dire, écoute, je vais hypnotiser Fiona, je vais juste faire un geste ou un bruit ou quoi, et c'est terminé ? On passe par là, en fait, il y a plusieurs techniques, si vous voulez par là. On passe par la fascination, le regard, on passe aussi par les touches, donc c'est-à-dire qu'on touche la personne à certains niveaux, au niveau du front, au niveau du bras. Ensuite, on essaie de mettre des programmations neurolinguistiques qui vont permettre à la personne de se mettre un ancrage. Donc si je lui dis dors, généralement, il est accompagné d'un bruit comme ça ou d'un bruit de bouche. Et ensuite, on essaie justement au fur et à mesure d'installer ces ancrages pour faire en sorte que la personne soit totalement confiante, comprenne que c'est quelque chose d'assez professionnel, qu'on n'a pas envie d'aller au-delà de ce qu'elle veut faire. Donc en fait, il y a plein de choses qui rentrent en compte, dont la confiance qui est très primordiale pour le coup. Mais tu as appris ça seul ou tu as été accompagné ? Complètement seul. Avec des vidéos et des choses comme ça. Avec des vidéos, en fait, des tutos. J'ai commencé par voir Mesmer en janvier 2014 ou 2015 si je me trompe pas. J'allais te demander si c'était un modèle pour toi. Mais complètement, complètement en fait, si vous voulez par là, je l'ai vu en janvier 2015 et ça m'a impressionné. La première chose que je me suis dit, c'est waouh, c'est fou en fait, qu'est-ce qu'il fait On comprend pas sur l'instant en fait. Et puis en fait, quand on pousse un peu plus loin, on comprend que c'est une science. Et moi, ça m'a complètement intrigué. Je me suis dit en fait jusqu'où ça peut aller, d'où la question. Et jusqu'où ça peut
peut aller, c'est que ça peut avoir des bienfaits en thérapie, de l'euphorie sur scène, et en fait c'est que bénéfique. Il n'y a aucune crainte à vivre l'expérience de l'hypnose. Et t'en penses quoi, justement? T'as une partie qui est très thérapie, où on aide les gens, et une partie qui est très spectacle, c'est le show. Est-ce que, toi, t'en penses quoi de ça, de ces deux parties qui sont quand même différentes? Moi, je pense que c'est deux parties complémentaires. Par exemple, en thérapie, on va aider la personne à aller supprimer des choses. Je dirais pas supprimer, c'est pas le terme, mais je dirais avancer, aller, en fait, la faire avancer avec elle-même dans des ancrages qu'elle s'est mise. Et en fait, au niveau de la scène, on va stimuler le subconscient, on va stimuler l'imaginaire. Donc en fait, c'est deux parties complémentaires. Parce que sans imagination, il n'y a pas d'hypnose, et sans blocage, il n'y a toujours pas d'hypnose non plus. Et pourtant, c'est pas le terme que j'ai envie d'utiliser, mais malheureusement. Donc c'est très très intriguant, mais également très impressionnant. Donc merci Somnus d'avoir été présent et de nous avoir fait partager Merci à vous. cette crainte de l'hypnose, parce qu'aujourd'hui on n'aura plus cette crainte, parce que c'est l'objectif. Que c'est également pour un but thérapeutique, complètement. Donc par exemple pour le tabac, mais également la crainte de telle espèce ou de telle espèce, ou tous les problèmes qu'on a pu avoir dans notre enfance. Donc on va également, parce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Exactement, Somnus-du8 hypnose. D'accord. Sur Instagram. Voilà, sur Instagram. C'est exactement ça. Et vous avez également une vidéo de présentation. Ouais, alors on a fait un petit show à Radio France là il y a à peu près une semaine et demie, et en fait on montre avec le public justement comment ça s'est passé, on essaie de faire vivre un petit peu le public, nous comment ça s'est passé en backstage, et je pense que c'est ce qui va... Et on va la regarder de suite en images. Nickel. Alors, savez-vous quel jour nous sommes? Ce mardi 8 mars, les femmes sont à l'honneur et on en a 3 sur le plateau, excusez-moi. Fiona va nous expliquer. Alors oui, on va commencer avec un petit peu d'histoire. Le mouvement féministe est apparu dans les années 1850, donc il s'est terminé à peu près avec le droit de vote. Et ça change, les dates changent généralement selon les pays, vu que c'était pas la même période. De nos jours, les mobilisations féministes grandissent au fur et à mesure. Elles veulent vraiment une prise de conscience totale, que ce soit partout dans le monde. Elles veulent pas seulement une prise de conscience totale, elles veulent également des changements concernant l'égalité homme-femme, bien sûr. Les femmes sont touchées par la précarité, les salaires les plus bas et le temps partiel principalement. Elles sont en première ligne depuis la crise sanitaire, donc en 2020, avec des métiers plutôt essentiels comme la santé ou bien les services publics. Alors, quelles sont les revendications des femmes ? Alors, il y a l'égalité salariale, bien sûr, mais ce n'est pas la seule volonté. Les femmes, elles veulent aussi être libres de leur propre corps, c'est-à-dire qu'elles demandent une société sans violence et sans violence sexiste et sans violence sexuelle, bien sûr. Donc, les mobilisations ont déjà commencé depuis un moment. C'est une lutte de tous les jours, évidemment, et pas seulement d'une journée. Il y a les hashtags qui sont arrivés, qui ont apparu et qui ont bousculé le patriarcat et
Les rapports de domination, bien sûr. Donc, il y a eu le hashtag MeToo, il y a eu le hashtag Balance ton bar, hashtag MeToo politique, MeToo fac, MeToo inceste, par exemple, afin de dénoncer, bien sûr, des violences faites par n'importe qui et pas seulement les plus récents que vous connaissez. Alors, qu'est-ce qui est organisé pour l'occasion ? Alors en ce moment, du coup, il y a eu des mobilisations. La plupart ont été organisées aujourd'hui, donc pour la journée de la femme, bien sûr. À Paris, il y a eu un rassemblement qui a eu lieu à 13h à Gare du Nord. La manifestation a commencé à 14h. Elle est passée par le lycée Voltaire, République évidemment, et le Père-Lachaise. Donc après, Paris, c'est pas la seule ville à se mobiliser, bien évidemment. En région parisienne, il y a eu Montreuil, Épinay-sur-Seine ou bien Nanterre. Mais chacun se mobilise à sa manière, évidemment, donc ça change dans tous les cas. Sinon, il y a eu Bobigny, par exemple, qui a organisé une projection du film Debout les femmes et un échange après sur l'égalité au travail à 9h30. Mais ce n'est pas tout, bien sûr. Toute la France s'y met, que ce soit Bordeaux, Toulouse, Rennes ou bien Montpellier, avec des débats, manifestations et spectacles. Alors que vous ayez fait la manifestation, que vous ayez fait un don ou quelle que soit la manière, il est important de savoir que c'est pas une lutte que le 8 mars et c'est une lutte de tous les jours. De tous les jours, évidemment. Alors dis-nous, Louise, où nous pouvons aller manger à petit prix dans Paris ? Eh bien, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais non seulement vous présenter une chronique découverte, mais aussi une chronique bon plan. J'ai choisi de vous parler de 2 restaurants assez insolites, mais surtout avantageux par leur prix. Au programme, des restaurants bons et différents de d'habitude pour pas cher. Donc que ce soit par leur cadre, leur carte ou encore leur prix, ces 2 endroits ont absolument tout pour plaire. Parfois, vous vous dites que vous avez envie de manger des burgers faits maison pour moins de 3 € à Paris. Eh bien, c'est possible. L'enseigne Mangez et Cassez-vous fait un réel carton. Situé rue Alexandre Dumas dans le 11e arrondissement de Paris, ce restaurant est ouvert du lundi au samedi de 11h30 à 22h, avec un nom pour le moins atypique. Les burgers de cette enseigne ne laissent personne indifférent. Dans ce fast-food loin d'être comme les autres, les hamburgers sont faits maison, à la demande, mais surtout à composer soi-même avec les ingrédients de notre choix. Et tout cela pour la modique somme de 2,70 € à 2,90 €. Pour les personnes un petit peu plus healthy, la soupe est quant à elle facturée à 2,50 €. Bien entendu, comme son nom l'indique, vous n'êtes absolument pas invité à rester. Et donc la restauration se fait donc plus à emporter que sur place, mais le plaisir reste tout aussi grand. Donc y a-t-il un bon plan de restaurant qui change, on va dire, du fast-food ? Eh bien oui, parce que parfois on a toujours envie de manger un burger comme ça, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas envie de manger de bons petits plats français. Dans ce cas-là, le bouillon Chartier est fait pour vous. Situé boulevard du Montparnasse dans le 6e arrondissement de Paris, le service est en continu du lundi au dimanche de 11h30 à minuit. Une carte riche et qui change régulièrement. La cuisine française est au menu au bouillon Chartier et tout cela dans un cadre et un décor du début du XXe siècle. La première particularité de ce restaurant reste bien évidemment ses prix, avec des entrées à partir de 1 €, des plats à partir de 6,50 € et des desserts à partir de 2 €. Il y a de quoi satisfaire tout le monde. Les plats sont copieux et pour ceux qui n'aiment pas attendre, le service est très rapide. C'est un bon plan à Paris pour se régaler à petit prix. Donc quelle est sa particularité ? Et donc, comme je l'ai dit auparavant, le plus intéressant dans ce restaurant, c'est que le service est en continu. Donc si à 16h, vous n'avez pas déjeuné, vous savez désormais où aller, que ce soit pour une envie de salé ou de sucré. Merci Louise pour ta chronique et tes bonnes adresses. C'est la fin de l'émission, je vous remercie à tous, merci à vous de nous avoir suivis, merci à Malo, Ethan, Louise et Fiona pour vos chroniques, merci à Kim pour son reportage, mais également merci à toi Somnus pour ton intervention et tes explications, merci à Elisa, Violaine en régie, toute l'équipe du Studio 10 vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission.